FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Cette chronique est commanditée par le Centre d'affaires 3737, qui vous offre un environnement professionnel et met à votre disposition une réceptionniste, l'accès à un centre d'appel, une salle de conférence et plusieurs commodités. Le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Je vous ai promis à chaque segment d'affaires d'avoir des bâtisseurs qui venaient nous voir, des gens. J'ai pas le terme en français, mais en anglais, on dit des movers and shakers. Des gens qui font les choses arriver. Monsieur Franz Saint-Elmy, comment allez-vous? Ça va très bien, Greg. Ça va bien et toi? Ça va super bien, ça va super bien. On va commencer par la première question. Je sais que tu n'es pas trop dans l'autopromotion, mais on va te forcer à parler de toi-même. Qui est Franz Saint-Elmy? Franz Saint-Elmy, je pourrais t'indiquer, c'est quelqu'un de curieux. Okay. Je suis extrêmement curieux et compétitif. Professionnellement, je me considère un homme à tout faire, mais certains vont dire que je suis un technologue, d'autres vont dire que je suis un homme d'affaires, mais principalement, je suis quelqu'un de très compétitif. OK. Tu es actuellement président de ZMD Inc., Tu as été chef de la direction technologique chez Future Electronics pendant plusieurs années. Tu es un habitué de la Silicon Valley. Parle-nous de ton expérience professionnelle. En fait, je suis devenu ingénieur par accident. OK. Au départ, je voulais être comment est-ce qu'on appelle ça? Comme tous les parents, les bons parents haïtiens voulaient que je sois médecin ou quelque chose du genre. Oui. Les professions libérales. Exact. Et malheureusement, pour moi, devenir médecin, c'est trop long. Ça aurait pris trop de temps. Donc, je voulais absolument aller en affaires. Donc, j'ai commencé mes études en gestion. Puis finalement, j'ai terminé mes études en gestion. Je me suis dit non, je veux devenir ingénieur. Donc, j'ai fait une formation en génie électrique. Et j'ai été très fortuné parce que l'école où est-ce que j'ai été, c'est une très grande école aux États-Unis, Northeastern. C'est l'une des plus grandes universités privées aux États-Unis. Et j'ai été recruté par le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Analog Device, qui est un expert dans les semi-conducteurs. Et c'est comme ça que ma vie dans la technologie a commencé. Oui. Pour continuer, pour occuper... On parle de Future Electronics, c'est quand même une entreprise privée avec un chiffre d'affaires astronomique. On parle de 2 milliards et plus. Tu as occupé ce poste-là pendant une certaine période de temps. En plus que ça, tu as une maîtrise du MIT et tu es revenu faire carrière à Montréal. Tu aurais pu être dans la vallée, comme tu es très connu dans la vallée, avec les Sergey Brin, les Larry Page, pour ne citer que ceux-là. Pourquoi Montréal? En fait, je suis de Montréal et mon cœur aussi est à Montréal. Donc, la femme de ma vie venait de Montréal. Donc, il était tout à fait logique que je revienne à Montréal. Mais franchement parler, Montréal, c'est une ville qui a un potentiel extraordinaire. On a la chance de parler plusieurs langues ici à Montréal. Et on a une qualité de vie extraordinaire. Oui, effectivement, nous aurions pu déménager à la Silicon Valley, mais ça aurait été un compromis parce que notre qualité de vie n'aurait pas été la même, bien que les opportunités auraient été extraordinaires. Mais par contre, j'étais convaincu qu'à Montréal, il était possible d'être reconnu mondialement, tout en étant un spécialiste en faisant les bonnes choses. D'ailleurs, à Montréal, tu n'as pas chômé. Tu es cofondateur de la firme Hydro-Hvac, de la firme Renometrix, de Omic Construction, de Capital Plus, 4 firmes dans 4 secteurs d'activité complètement différents. Tu as un nouveau bébé qui est né récemment qui s'appelle Q-Links. Parle-nous de ta passion de l'entrepreneuriat. En fait, je suis un rêveur. Donc, et comme
je le dis toujours, je rêve de créer une entreprise ou une entité qui va me survivre. Et QLynx, je pense avoir finalement trouvé. Ça fait plusieurs années, depuis 2011, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que on peut développer un produit qui permet d'améliorer la qualité de vie, qui permet aussi aux gens à l'intérieur d'une maison de contrôler plusieurs types de produits à l'intérieur d'une même plateforme. Donc, c'est à partir de cette idée-là que QLynx est né. Et là, on est en phase terminale de notre développement du premier prototype qui sera disponible à la fin du mois d'avril. Et essentiellement, on développe la plateforme software, tout ce qui est les applications. On aura un deuxième prototype au mois de juillet et essentiellement avoir le produit final à la fin de l'année 2015. Tu es un bâtisseur, Franz. Tu refuses le non. Tu refuses l'impossibilité. Qu'est-ce qui t'a façonné et permis de penser comme ça, de prendre des risques, de créer, de générer, quand plusieurs personnes pensaient que c'était impossible? C'est peut-être parce que j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont réussi toute leur vie. Je peux parler autour de moi, par exemple, au niveau personnel, si je regarde ma mère, c'était une inspiration extraordinaire. Elle a été mère de 6 enfants, monoparentale, avec un salaire très maigre. Okay. Elle a réussi à envoyer tous ses enfants à l'école et à garder une certaine dignité. Donc, pour moi, c'est un modèle de base. Et ça m'a toujours suivi de dire, toute ma vie, le travail, ça donne des résultats. Mais j'ai aussi été fortuné de côtoyer des professeurs extraordinaires qui, autour de ma carrière étudiante, m'ont aidé. Je prends un exemple de Gérard Jeune, que certains de vos auditeurs vont sûrement reconnaître. Gérard Jeune, moi, je considère que c'est un bâtisseur parce que c'est quelqu'un qui a pu donner une direction à un jeune homme comme moi. Mais surtout, j'ai travaillé avec des gens qui ont réussi. Si je regarde la compagnie avec laquelle j'ai travaillé aux États-Unis, Analog Device, le fondateur, c'est un multimilliardaire. Ça aide. Je suis revenu à Montréal. J'ai travaillé pour Robert Miller. C'est un multimilliardaire. Donc, en anglais, on dit « When you've seen the sun, nobody can convince you the moon is the brightest star. » Donc, alors moi, je l'ai vu, le soleil. Donc, ça, c'est de la musique à mes oreilles, ça. Alors, j'ai vu comment est-ce que ces gens-là travaillaient, leur passion pour exécuter et livrer la marchandise. Donc, je suis passionné par l'exécution. Donc, j'ai pris goût très jeune, de par ma mère, qui a exécuté avec très peu, mais aussi de par avec les professeurs et surtout des mentors professionnels tels que Ray Steda ou Robert Miller. On va faire une petite pause publicitaire. Franz, on te revient sous peu. Skin FM 106.3 Montréal. C'est votre dernière chance. Meubles Prilo célèbre sa grande vente d'hiver. Jusqu'à 65% de rabais. Obtenez le dernier style exceptionnel pour chaque chambre. Économisez sur tous les meubles à 0% d'intérêt sur le financement dans vos 5 magasins Prilo. La grande vente d'hiver Prilo jusqu'à 65%. Visitez prilo.ca. Vous êtes à la recherche d'un bureau, d'une réceptionniste, d'une salle de conférence? Le Centre d'affaires 3737 est l'endroit tout désigné pour vous. Le Centre d'affaires 3737 vous offre un environnement professionnel et l'accès à plusieurs services, dont une salle de conférence, un service de centre d'appel et plusieurs commodités. Le 3737, le partenaire de votre croissance. Appelez dès maintenant au 514-374-1200, le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. CKIN Skin FM 106.3, la première chaîne musique du monde à Montréal. Vous écoutez Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel. Franz, tu as fondé le Centre d'affaires 3737, un écosystème d'affaires en plein milieu de Saint-Michel.
Saint-Michel, c'est un quartier qui a été ignoré jusqu'à présent dans les efforts de revitalisation de la ville de Montréal. OK? Pourquoi tu as choisi Saint-Michel? Ben, Saint-Michel, c'était l'une de mes premiers quartiers d'accueil dans Montréal. Donc, c'est un sentiment pour moi qui est personnel. Donc ça, c'était très important pour moi de regarder si je dois monter mon entreprise. Je le monte à ma façon dans mon quartier. Et je considère que Saint-Michel, c'est mon quartier. Alors, le centre d'affaires, dans le fond, c'est un écosystème, comme tu l'as dit, Greg, mais c'est une plateforme. Ouais. Donc, ce que je voulais, c'est vraiment établir une plateforme dans laquelle des gens avec qui j'aime travailler, on peut s'entraider pour aller conquérir ce que j'appelle l'économie 3.0. Parle-nous-en. Mais en fait, l'économie 3.0, c'est un concept très simple. Si on regarde l'économie 1.0, on part une business, on met pignon sur rue et ça va bien, mais on est souvent dépendant du client qui rentre ou d'une référence. Donc, c'est une relation, que je dirais, c'est une relation directe, un sur un. Et pour croître, il faut avoir plusieurs sites et ça sous-entend une infrastructure lourde. Ouais. Ça sous-entend des que... locaux. Et voilà. ouais. Et pour passer à ce que j'appelle l'étape 2.0, ce qui est de local à régional, donc plusieurs sites, plusieurs endroits, et toucher plusieurs clients, ça demande beaucoup de moyens. Ouais. Donc, le principe de l'économie 3.0, c'est de bypasser l'étape 2.0. C'est-à-dire, une fois qu'on a établi notre entreprise, qu'on a un créneau d'affaires, pourquoi ne pas lui donner des ailes? Pourquoi ne pas attaquer le monde comme marché et passer complètement le côté régional? Donc, l'économie 3.0, ça sous-entend qu'on utilise des technologies de base pour rejoindre le monde. Je prends un exemple. La plupart d'entre nous ont un téléphone intelligent dans leur main. Oui. Donc, avec le cloud computing, avec la technologie de cloud combinée avec l'Internet, ben là, vous avez un super ordinateur dans les poches. Ouais. Et vous pouvez rejoindre n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. Dans le monde. Dans le monde. Donc, l'économie 1.0 sous-entend que votre infrastructure plaît à la personne qui vous regarde. Votre couleur de peau a une importance. La beauté de votre service devient importante. Dans l'économie 3.0, la qualité de votre service, de ce que vous offrez devient important. Votre infrastructure devient très peu important. Donc, ce qui sous-entend que c'est une relation qui est multiplicative. Donc, vous pouvez rejoindre des centaines, des milliers de clients au jour 1. Donc, ce qu'on essaie de faire à l'intérieur du 3737, c'est de donner cette infrastructure-là, dire que l'infrastructure n'est plus un problème. Donc, vous rentrez et vous avez tout ce que vous avez à faire, c'est de conquérir le monde. Wow. Multiplier. Tu t'entoures de gagnants et tu es excessivement généreux de ton temps. Je le vois personnellement, des gens qui viennent te voir pour demander conseil au niveau du 3737 pour leurs projets d'affaires, pour leurs projets, leurs différents projets en tant que tels. Et en même temps, tu as contribué au Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Tu t'es impliqué dans plusieurs causes et tu es généreux de ton temps pour que d'autres puissent bénéficier de tes talents et de tes conseils. Pourquoi tu es aussi généreux? Honnêtement, je ne le sais pas. Une réponse très simple, c'est de dire que c'est le devoir de tous et chacun de redonner à son environnement quand on a plus de moyens, quand on a plus de capacités. Pour moi, c'est un devoir. Quand on est haïtien, c'est plus qu'un devoir, c'est un devoir fiduciaire. Oui. Donc, on a une responsabilité envers notre communauté de ne pas se cacher, d'être présent, d'être patient et d'être généreux, pas juste de notre temps,
mais aussi de nos moyens. Oui. Donc, les moyens, que ce soit intellectuels ou monétaires. Le Fonds 1804 m'a interpellé parce que moi, je suis un produit de l'éducation. Oui. Si je regarde mes compatriotes, la plupart de ceux qui ont réussi, que ce soit en affaires, en politique ou disons, dans le leadership, en entreprise, ils ont été tous des produits de l'éducation. Oui. Et nous sommes choyés, Greg, ici au Québec, d'avoir accès à, surtout dans la grande région montréalaise, à une panoplie d'universités reconnues mondialement. Oui. Donc, pour moi, la persévérance scolaire, c'est de dire, avec peu de moyens, on peut construire des ponts. On peut établir une infrastructure pour des jeunes qui puissent, comme moi, regarder vers le monde. Oui. Donc, pour moi, c'est très important de reconnaître d'où je viens et de donner parce que je me considère fortuné. On n'est pas considéré comme des gens... on est habitué à ce que les professionnels de grand niveau, les gestionnaires de haut niveau se cachent dans nos communautés. Quand on arrive à un certain stade, justement, on ne les voit plus, malheureusement. Il y a un certain désengagement. Mais toi, c'est le contraire. On dirait que plus tu progresses, plus tu t'impliques dans ce qui se passe dans ta communauté. Comment tu vois le futur de la communauté haïtienne au niveau économique à Montréal? Peut-être une petite clarification. J'étais peu connu, et je suis encore peu connu dans la grande région au Québec, disons, dans le milieu francophone. Mais dans le milieu anglophone, aux États-Unis, à l'extérieur de Montréal, j'ai une certaine expertise qui me permet d'être reconnu dans mon domaine, dans mon créneau. Nul n'est prophète en son pays. Hein? C'est tout à fait vrai. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de se mettre, ce que j'appelle de se rendre compétitif. Être compétitif, ça veut dire être à l'afflux des nouvelles technologies, être au courant de ce qui se passe et s'impliquer. Donc, les défis qui sont devant nous en tant que communauté et moi en tant qu'homme d'affaires, c'est de m'élever au-delà de ce que j'appelle des difficultés qui sont des difficultés de base. C'est-à-dire d'être en mesure de me voir comme un produit qui peut, dans le fond, être utile à quelqu'un qui est en Allemagne ou à une entreprise qui est au Japon. Donc, c'est un défi de tous les jours de se dire, est-ce que moi, je suis assez compétitif pour être disponible et être un peu partout? C'est un défi qui est grand. Parce que oui. Il faut avoir la force de caractère. Je ne l'ai pas toujours eu. Donc, pour répondre à ta question, c'est le temps. Avec l'expérience, je finis par voir que autour de moi, j'ai assez de gens compétents qui m'entourent, mais j'ai aussi acquis une expérience et une expertise que je considère me met dans une catégorie ou dans une catégorie de gens qui peuvent se permettre de dire qu'on est un expert dans son domaine. OK. Les trois, et les hommes d'affaires font souvent des prévisions. Les 3 à 5 prochaines années de Franz Saint-Élemy, comment tu les vois? Un peu plus du pareil au même. En fait, du changement des fois, de la continuité. Oui, c'est effectivement parce que, tu sais, si on regarde toutes les entreprises qui ont eu beaucoup de succès, tous les entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès l'ont fait à force du travail, persévérance, puis d'avoir un plan vraiment qui est précis, un but précis. Moi, mon but, c'est vraiment de créer une entité ou un écosystème de la communauté. Quand on pense à la communauté haïtienne, qu'on se dise, waouh, ce sont des gens qui sont capables de créer des entreprises technologiques, services financiers, de droit, comptabilité. Ce sont des gens qui sont en mesure d'aller chercher de la richesse à l'extérieur du Canada et de l'amener au Québec.
Donc, pour moi, c'est de continuer à faire la même chose. C'est d'aller encore plus loin, c'est d'être persévérant. Puis, comme je le dis toujours, avec un peu de chance et de la persévérance et de la passion, ben, tout peut arriver. Oui, puis on le voit. On le voit parce que le 37-37, j'ai la chance de te côtoyer depuis de longues années et on en parlait justement du 37-37 comme d'un projet. Maintenant, c'est une réalité. L'écosystème existe. Le 3e étage est en rénovation actuellement et l'écosystème va doubler au niveau grandeur. Et ça, c'est la vision que tu avais. Lorsqu'on a une vision à ce moment-là, ça nous permet de la réaliser. Qui m'amène à la dernière question que je vais te poser, Franz. Quand est-ce que tu vas dire... qu'est-ce qui fait que tu vas dire mission accomplie? C'est une question loadée. mais je vais essayer de rester, disons, direct. Ouais. Chez nous, dans notre communauté, la communauté haïtienne, on a beaucoup de travail à faire. Et je pourrais pas rester tranquille tant aussi longtemps que je pourrais pas me dire que demain, mon premier fils, ou mon dernier fils ou ma fille peuvent devenir première ministre ou premier ministre sans que personne se pose la question. On a encore le même stigma dans notre communauté. Quand on regarde ce qui se passe entre Haïti et la République dominicaine, on n'est pas respecté en tant que communauté. Et moi, mon travail personnel, c'est professionnellement de m'assurer qu'à tous les jours, je fais le nécessaire pour que quand les gens me regardent, ils voient un potentiel de la communauté. Donc, je pourrais pas dire que le travail, je pourrais jamais dire que ça va se terminer. Mais je pense que s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui veulent faire améliorer la cause de la communauté, c'est à tous les jours se lever le matin et dire « Je vais mettre un standard qui est très élevé. Je vais faire des choses qui vont élever notre communauté à un autre niveau. » Parce que ce sont des acteurs comme toi, Greg, comme moi, qui, à tous les jours, quand on essaie de faire des choses, de faire progresser, que ce soit au niveau affaires ou au niveau personnel, de faire avancer la cause. Parce que quand quelqu'un regarde, il voit Greg Excellent, ou il voit Franz Saint-Elémy, ou Vicky Joseph, ou Louis-Edgar Jean-François, ou Stéphanie Raymond-Bougie, qui font avancer des choses, il voit aussi le potentiel de la communauté. Et ça, c'est mon devoir. Puis je pourrais pas me dire que mission accomplie, jamais, parce que c'est un travail qui est de longue haleine. C'est une bataille, c'est une guerre. Ouais. On connaît la valeur des hommes aux responsabilités ou aux objectifs qu'ils se donnent. Et c'est un objectif qui est énorme en tant que tel. Ça nous démontre ta valeur, Franz. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Je continuerai comme ça pendant un autre 15-20 minutes puis tout ça. Mais oui, définitivement. Mais merci d'être venu à l'émission. Merci d'être aussi généreux. Puis merci d'aider à façonner non seulement d'autres hommes d'affaires comme toi, mais aussi une autre génération par tes dons que tu fais, notamment au Fonds 1804. Merci de justement te reproduire dans cette communauté-là. Merci de m'avoir reçu. On va faire une petite pause publicitaire, non, musicale, oui, une petite pause musicale pour détendre l'atmosphère et nous permettre de méditer sur qu'est-ce qui vient d'être dit. On joue quoi? Je me dis, la vie. Mosaïen, la vie. La vie, pas facile, c'est pour ça nous rassembler. Le bug de l'antéchrist arrive, on ne sait même pas où aller. Représenté par Jasmine, descendante de Douané.